coaching personnel, un expert en neurosciences, le créateur de l'intelligence motivationnelle, en plus un sportif accompli. Outre le skate, il est ceinture noire de karaté. Merci d'accueillir Monsieur David Lefrançois. J'aime danser aussi. Je suis très touché par cette présentation. Et vous avez super bien bossé. Bon, et elle est très très bien bossée. En plus, quand vous regardez Océane, c'est intéressant parce que moi j'aime bien faire augmenter le niveau de stress des personnes avec lesquelles je bosse. Et ce matin, on a juste envoyé un texto du style « Est-ce que vous êtes dans le train ?» Et moi j'envoie un texto. Je pensais que c'était la semaine prochaine. Alors, quand je fais ça, logiquement, juste après, j'envoie un texto pour que la seconde d'après, ça redescende, mais avec le train, j'avais plus de réseau. Du coup, j'ai passé 2-3 minutes où je me dis, mais la pauvre, ça se trouve, j'imagine qu'elle se jette par la fenêtre. Et puis, elle a eu la présence d'esprit de m'appeler, c'était très bien, et elle a été rassurée. Mais c'est bien, et à ce moment-là, je me suis dit, elle a dû se dire dans sa tête, j'ai pris une mauvaise décision. C'est pas lui que j'aurais dû prendre comme intervenant. En tout cas, merci pour la présentation, c'est très sympa. Merci pour votre confiance. Merci à Morgane qui a permis que je sois là, qui est fan de mes vidéos sur YouTube. Donc je te remercie parce que je crois que c'est intéressant de... Et puis, c'est important aussi pour moi de pouvoir parler avec vous aujourd'hui dans cet espace-là, parce que je trouve qu'on n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir parler à des plus jeunes. C'est mieux que dire des jeunes, ça donne le sentiment d'être jeune aussi. Et de pouvoir vous transmettre des idées, des modes de fonctionnement, des principes, des stratégies qui vont vous permettre de réussir différemment votre vie. On parle de décision, on parle d'assumer ses décisions. Et quand, avec Claudio Gola, on a réfléchi sur le thème, on a partagé là-dessus, on s'est tout de suite mis d'accord sur le fait que vous êtes dans des périodes charnières de votre vie dans lesquelles il va falloir vous positionner. Se positionner, c'est faire des choix. Faire des choix, c'est pouvoir augmenter les perspectives, son potentiel de décision. Et ensuite, il faut décider. Ça veut dire que tout ce que vous êtes aujourd'hui, on va prendre déjà ça en compte. Tout ce que vous êtes aujourd'hui est lié au choix que vous avez fait hier. Ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous possédez, en termes de connaissances, en termes d'aptitudes, en termes de savoir-faire, tout ça dépend exclusivement des choix que vous faites. Donc des décisions que vous prenez. C'est important que je vous aide à faire la distinction entre un choix et une décision. Et puis c'est important aussi que je lève le voile sur l'angoisse de la décision. Parce que le problème de la décision, c'est pas de la prendre. En vrai. C'est de l'assumer. Pourquoi, dans la vie, on a peur de prendre des décisions? Et pourquoi, en fait, on met autant de pression dans la décision alors qu'on ne devrait pas, en fait? Je voudrais que vous partiez aujourd'hui de cette conférence avec un regard complètement différent sur la décision et vous rendre compte que, finalement, ce n'était pas ça le plus important. Et je vous rends compte aussi que dans le fait de choisir, dans le fait de s'engager, vous avez un pouvoir juste extraordinaire de vous réaliser. C'est pour ça qu'en fait vous avez peur de prendre des décisions. Parce que vous savez au fond qu'il y a dans celle-ci des conséquences qui peuvent donner une nature différente, une saveur différente à l'ensemble de votre vie. Là ici on pourrait parler exclusivement de scolarité, des choix que vous allez faire, d'aller à l'étranger, je prends en gestion ou je prends en ressources humaines. Alors qu'est-ce qu'on fait la plupart des personnes? Ils vont asseoir leur choix sur la raison. Et vous savez que l'être humain n'est pas rationnel. La beauté n'est pas rationnelle. Je trouve ma femme d'une très rare beauté. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va la trouver moche. Bon, s'il la trouve moche, je le frappe. Et après, je dirais, je comprends le point de vue. Le premier réflexe, ce sera de me défendre, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, finalement, les critères de sélection humains sont pas humains. Donc je parlerai de ça. Avant, je vais vous dire qui je suis, ce que je fais, les métiers qui sont les miens, ce qui me passionne dans la vie. Après, je dirai ce que je pense et ce que je sais de ce que c'est qu'une décision et la façon dont ça s'organise et ça se structure. Et surtout, quels sont les critères que vous devez considérer comme importants quand vous prenez une décision. Et puis, s'il me reste un petit peu de temps, parce que moi je suis un grand bavard, et comme je suis un passionné, tous les passionnés ont un rapport au temps qui est
pourri. Voilà. Donc, si vous reste un petit peu d'attention, et puis moi, du jus, et puis qu'on n'a pas tous envie de se jeter sur le repas tout à l'heure, je terminerai en disant, vous donner quelques petites pistes de conseils, et puis surtout, les bonnes questions que vous devez vous poser, pourquoi vous devez vous poser ces questions. Donc, comme ça, c'est mon programme, je démarre maintenant. Je m'appelle David de François, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, avec une grande fille qui a 22 ans, un garçon de 16 ans, une fille de 15 ans et un petit garçon de 13 ans avec lesquels j'aurai le plaisir de faire du ski toute la semaine prochaine, entre copains, entre mecs et sans les filles. Faut qu'on vous dise que ça ressemble un peu au paradis. D'accord ? Donc, j'étais très heureux de venir à cette conférence parce que ça voulait dire pour moi que plus je me rapprochais de cette conférence, plus je me rapprochais de ce petit moment extraordinaire que j'ai passé confessé. Je suis psychologue de formation. Ensuite, je me suis passionné pour le cerveau, les neurosciences, ce qui m'a amené à voyager un petit peu partout dans le monde, et puis à faire des études notamment au Canada, et à passer un doctorat en neurosciences. Et pourquoi là-bas, pourquoi pas en France Les experts en neurosciences en France sont brillantissimes. On a parmi les plus grands cerveaux de la planète en neurosciences ici, et croyez-moi qu'ils sont tous recherchés par les plus grands laboratoires du monde entier. Mais l'orientation était vraiment très centrée sur la dynamique médicale, ce qui ne m'intéressait pas tant que ça. Je ne voulais pas faire de la recherche en ce qui concerne l'orientation médicale, Alzheimer, Parkinson, toutes les maladies neurodégénératives. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui fait que quelqu'un est heureux dans sa vie. Est-ce que ce qu'on savait sur les neurosciences pouvait nous permettre d'augmenter notre rapport au bonheur? Je suis un ancien sportif de haut niveau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai concouru dans des niveaux qui sont nationaux, européens et puis mondiaux. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que je me rendais compte que ce qui faisait gagner une personne, bien sûr il y avait du talent, bien sûr il y avait de la compétence, mais ce qui faisait gagner, c'est la façon dont il se gérait au niveau individuel. Comment il structurait sa motivation, comment il structurait son organisation, comment il structurait sa discipline, et puis surtout comment il gérait ses émotions. Et donc je me suis dit, il doit y avoir une science qui explique tout ça. Et quand on a eu l'avènement des IRL et des IRMF, je me suis passionné parce que j'arrivais à avoir un espèce d'engin qui me donnait une lecture de ce qui se passait dans la tronche de quelqu'un. Et on va s'apercevoir que quand il y en a qui prennent, par exemple, certaines décisions, ils activent des parties de leur cerveau que d'autres n'activent pas. Mais que quand ils activent ces parties-là spécifiques du cerveau, il va y avoir des choses qui vont faciliter l'après. Je reviendrai là-dessus. Donc j'avais une grille de lecture, je me suis passionné là-dessus, et puis mon objectif en vrai, au départ, c'était de faire de la recherche. Que de la recherche. Pourquoi? Parce que, même si ça ne se voit pas aujourd'hui, que j'ai ma place sur des émissions de télé, ou que j'en ai eu beaucoup de conférences, depuis que j'étais tout petit, moi j'étais un très grand timide. Et quand je dis un timide, c'est un timide maladif. C'est-à-dire que c'est un timide, quand tu lui parles, il ne te regarde plus au niveau du regard, il regarde ses pompes, il devient un petit voile, et tu coupes tout de suite la communication avec l'autre. Avec une vraie difficulté en plus, c'est que j'avais à côté de moi un frère jumeau, mignon, sympathique, mais qui lui n'était pas timide. Ça veut dire que tu avais en permanence un élément de comparaison, où à chaque fois qu'on faisait quelque chose, on avait toujours quelqu'un pour dire « Fais comme ton frère, regarde !» Et c'était d'autant plus difficile. Pourquoi je vous parle de cette comparaison? Parce qu'elle va avoir un lien profond dans le fait de faire des choses dans la vie. Voilà. Et c'est le sport qui m'a permis de mettre un pied dans un peu plus de confiance. Et c'est des rencontres d'une personne qui m'a donné envie de me surpasser, de me dépasser, et me dire que peut-être dans un domaine, je pouvais être meilleur. Et suite à ça, j'ai développé des aptitudes, et puis après, je me suis naturellement intéressé sur quelles avaient été les transformations. Et puis, quand vous êtes confronté à des difficultés jeunes, vous essayez de trouver des voies qui vont permettre d'expliquer ça, et c'est pour ça que je suis rentré dans la psychologie et ensuite les neurosciences. Parlons décision, si vous voulez. D'accord? Décider, ça vient de l'écologie, c'est décidérer. Et ça veut dire en fait couper, ça veut dire trancher. D'accord? Prendre une décision, c'est trancher. Alors, la première des choses que j'aimerais faire passer comme message, c'est que la plupart du temps, on me demande de décider, et vous n'êtes pas conforme par rapport à cette décision pour une simple et bonne raison. C'est que vous n'avez pas le choix. Tu ne peux pas prendre une décision si tu n'as pas le choix.
Maintenant, c'est quoi un choix? Un choix, c'est une possibilité. Par rapport à un contexte donné, par rapport à une situation spécifique, un choix, c'est une solution possible. Ok? Si dans une situation spécifique, par exemple, je suis jeune étudiant, beau, sympathique, comme vous tous, ok? Frais, avec une vision de l'espoir, plein d'avenir. D'ailleurs, vous êtes tous très beaux et intelligents, ce qui m'énerve un petit peu, mais bon, c'est pas pour s'adapter. Je dois prendre une orientation. Si vous avez une seule possibilité d'étude, c'est pas un choix. C'est une impasse. Quand j'ai une seule solution possible, c'est une impasse. Quand j'ai deux possibilités, c'est toujours pas un choix. C'est un dilemme. Donc déjà, l'impasse, c'est inconfortable, très inconfortable. Le dilemme, c'est un petit peu mieux parce qu'on a le sentiment d'avoir un peu plus de liberté de mouvement. Le choix, il démarre à partir du moment où vous avez trois possibilités. C'est important que vous compreniez ça. Ça veut dire que si demain, vous êtes en situation de choix, tu veux acheter une maison, tu veux t'orienter professionnellement, tu veux te marier, il faut que tu aies le choix. C'est pour ça qu'il faut, mesdames, voilà, je vous explique aujourd'hui, si les hommes ont plusieurs femmes, c'est pour avoir le choix, pour faire prendre la bonne décision. Donc quand ça arrivera dans votre vie, ne n'en voulez pas. Je voulais juste vous servir un petit peu d'excuse, que peut-être un jour vous aurez à donner. Mais ce que je veux dire par là, c'est important d'avoir le choix. Vous comprenez ces dimensions-là. C'est très important d'avoir le choix. Et tant que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas être dans une situation confortable. Donc ça veut dire que vous devez déjà réfléchir, si j'ai une possibilité, c'est pas suffisant. Déjà, faites ce qu'il faut pour dire, tiens, et si j'explorais tel domaine? Ça sera déjà mieux, ce sera toujours pas suffisant. En situation de choix, pour prendre une bonne décision, votre cerveau, il a besoin d'avoir le sentiment, donc un ressenti, sentiment, sentimental, un ressenti qui vient du mental. Ça veut dire que les choses sont réfléchies quand même, au moins un minimum. Quand on parle d'intelligence décisionnelle, il faut comprendre que prendre une décision, ça doit être intelligent. Mais tu ne peux pas prendre une décision intelligente si les paramètres sont ultra limités. C'est comme si tu allais dans un restaurant et qu'on vous dit ce soir j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'explorer de nouvelles choses, et on te propose un menu. Si toi tu n'es pas dans cette perspective-là, ça va être frustrant, et tu risques de renoncer à quelque chose. Je ne vais pas manger dans ce restaurant. Moi, j'hésitais, je voulais prendre d'autres choses ce soir. Donc vous allez voir que déjà, le fait de prendre une décision repose sur le fait d'avoir des choix. Plusieurs choix. Quand j'ai au minimum 3 choix en face de moi, quand je vais prendre une décision, déjà, le cerveau enverra ce sentiment que les choses sont mieux pour moi. Mais en vrai, c'est pas ce qui fait que je vais prendre une bonne décision. Pour savoir ce qui fait que je prends une bonne décision, c'est important de savoir ce qui fait que j'ai le sentiment pour avoir pris une bonne décision. Vous allez vous rendre compte d'une chose qui est très intéressante. C'est que prendre une décision, c'est être confronté à quelque chose qui s'appelle le regret. Vous savez ce que vous avez? En fait, vous avez peur de regretter votre choix. Parce que, en vrai, s'il y a un sentiment humain qui est inconfortable et très agréable, c'est le regret. Et l'être humain, il déteste avoir des regrets. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Comme on ne veut pas vivre ce regret, on va essayer de se blinder et de se convaincre que nous devons d'abord prendre la bonne décision et que nous avons pris la bonne décision. Maintenant, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, mais qui au fond est une très bonne nouvelle. Vous n'aurez jamais la certitude d'avoir pris la bonne décision. Parce qu'en fait, les décisions que vous allez prendre vont impliquer les chemins de vie auxquels vous n'êtes pas confrontés. Imaginons la chose suivante. Tu veux faire de la gestion. Tu décides bien, non, je veux rester dans ma région, je n'irai pas à l'étranger, je vais faire de la gestion dans ma région, et puis moi, ce qui me passionne, c'est la gestion et la comptabilité. Donc, j'aimerais bien trouver quelque chose, peut-être pourquoi pas même dans le monde de l'alternance. Sur le papier, c'est top. Ça correspond à ce que tu as envie de faire. Ça correspond à une vision que tu pourras avoir de toi du futur, mais on ne sait absolument pas si déjà l'entreprise dans laquelle il va mettre les pieds sera dirigée par quelqu'un d'intelligent ou pas. Parce que si tu débarques dans cette entreprise et tu tombes sur un tyran, il y en a. Ça s'appelle le harcèlement professionnel, le harcèlement moral. Imaginons que tu fasses ce choix-là. Et à un moment donné, en fait,
Tu remettras en question ta décision parce que tu diras, mais j'aurais jamais dû faire ce choix-là. En vrai, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'en fait, on ne sait jamais si notre décision, elle sera bonne. C'est une vue de l'esprit. Et il faut déjà vous retirer l'esprit de ce fantasme-là. C'est que quoi qu'il arrive, j'aurai la bonne décision. C'est impossible. C'est impossible, pourquoi? Parce qu'en fait, la décision, on va la prendre sur des choix qui reposent souvent sur la raison. Mais la vie, elle n'est pas raisonnable. La vie n'est pas raisonnable. Quand j'ai décidé de partir faire mes études au Canada, il faut juste que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé en 30 secondes, parce que à l'époque, je fais de la recherche en Belgique, l'université prestigieuse de Belgique, et il y a un prof qui me dit, tu sais, je viens d'avoir mon homologue au Canada, McGill, il y a une place qui vient de se libérer. Ça t'intéresserait pas de faire de la recherche là-bas? C'est exactement le secteur de travail dont je cherche le ouais, écoute, bah, ça se programme parce que le gars il me dit ça, on est en octobre, et je dis ouais écoute, j'ai un an pour réfléchir, ça va? Je lui dis non, t'as pas un an pour réfléchir, t'as 2 heures. Et si ça t'intéresse, on était le jeudi, il fallait que lundi je sois au Canada. Le premier réflexe, c'est ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est attends, tu veux dire qu'il faut que je m'organise. Et j'ai une petite copine à l'époque, mignonne, sympa, intelligente, physiquement intelligente. Je me dis que finalement, tu commences à peser le pour et le contre en vrai. Je suis bien installé, j'ai mes potes, j'ai mon sport, je donne des cours d'arts martiaux pour payer mes études. Franchement, sur le papier, c'est top. Pourquoi à ce moment-là, je décide, en moins de 2 heures, de tout claquer pour aller vivre au Canada? C'est complètement irrationnel, ce choix. Mais ça repose sur quelque chose qui s'appelle le choix du cœur. Et le choix du cœur, vous ne pouvez pas le contrôler, ou presque pas. C'est pour ça qu'une décision, elle repose toujours sur 2 dynamiques. Bien sûr, il va falloir aller chercher des éléments qui sont des éléments de raison. Le lieu, ce que je vais devenir, ce que je vais faire, le salaire que je vais avoir, la responsabilité qu'on va me donner, la carrière que je vais épouser. Ça, sur le papier, c'est top. Ça s'appelle la raison. Mais c'est pas ce sur quoi vous ferez votre choix, en fait, en vrai, au final. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous faites le choix exclusivement sur la notion de raison, vous pouvez sur une chose. À un moment donné, vous vivrez ce qu'on appelle la frustration. Parce que comme le choix n'aura pas été pris à travers le cœur, à travers la dimension émotionnelle, à un moment donné, vous verrez le sentiment que finalement, c'est tout votre environnement qui vous a poussé à travers ces paramètres à prendre cette décision, mais vous ne l'avez pas choisi de l'intérieur. En clair, votre motivation, elle était extrinsèque. C'est-à-dire les critères de sélection étaient à l'extérieur de moi. Mais quand la motivation est extrinsèque, comprenez une chose, ça ne tient pas dans le temps. Donc très vite, tu vas remettre en question tes choix. Maintenant, quand le choix est bien à l'intérieur, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, ça va développer d'autres choses, d'autres critères, et un autre regard. C'est moi qui l'ai décidé. La motivation, elle doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le choix d'épouser une carrière, une orientation, ne doit pas se faire parce que dans votre famille, on a épousé cette carrière. Ou que tout le monde, professeur compris, vous dit « c'est génial ». Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le sens? Moi, par exemple, quand j'étais gamin, j'avais une aptitude facile pour la musique. J'avais un grand-père qui était compositeur célèbre en Autriche d'ailleurs, donc en France, inconnu, personne ne connaît les Autrichiens, à part quelques petits peuples. C'est intéressant parce que j'ai ce qu'on appelle une oreille musicale. Donc quand j'entends une mélodie, quand je me posais sur un piano, je posais les doigts, je la reconnaissais, je pouvais la jouer assez rapidement. Donc naturellement, vous aviez tout un environnement qui disait « fais de la musique, tu te rends compte, tu pourras aller au conservatoire, t'as une oreille musicale, c'est rare. » Mais j'ai pas envie. Comme mon père qui va m'inscrire en tennis. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, je vais faire un cours d'études de tennis, ça sert à rien. Je déteste le tennis. Alors, c'est pas parce que physiquement ça va bien, parce que sportivement ça répond. Tu es en train de vivre ton rêve avec les mecs en les arguments. Hein. Regarde, t'es jeune, t'as déjà des résultats, t'es déjà classé, tu te rends compte, quand t'as 2 ans t'es classé, ça veut dire que t'as des possibilités. Mais si je les écoute, faut que j'y aille.
Mais c'est bizarre, à chaque fois que je prends ma raquette et mon sac de tennis, j'ai une angoisse. Je suis gamin et je pleure quand je dois aller faire du tennis. C'est un peu stupide quand même, le truc. Ça veut dire que, indépendamment du fait que tu peux avoir des possibilités, indépendamment du fait que tu peux même avoir des talents parfois, parce qu'il y a aussi la parabole des talents, comme on dit, tu dois être en accord avec ton talent. Mais peut-être que c'est pas ça ta vie. Peut-être que c'est autre chose. Moi, mon grand kiff, à moi, par exemple, quand j'étais un petit peu plus jeune que vous, puisque je devais faire un choix, école de commerce ou psychologie. J'ai pas su choisir. Avec un père qui avait des vrais arguments, qui disait, regarde mon famille, tout c'est du business, c'est important que tu sois dans l'entreprise, on est dans l'entreprise, tu pourras te libérer, tu pourras avoir des possibilités, des opportunités. Moi, je vais faire de psychologie, papa. Qu'est-ce que tu vas faire avec la psychologie dans la vie? Pas psychologue. Bon, arrête tes conneries. C'est-à-dire que lui, en fait, je lui reconnais une chose, c'est qu'il était ultra bienveillant vis-à-vis de moi. Ce qu'il voulait, c'était mon bien, en fait, en vrai. Il pensait dans sa tête que pour mon bien et ma réussite personnelle, m'inscrire dans une logique d'entreprise avec les opportunités qu'il pouvait y avoir familiaux derrière, c'est bien. Mais c'était pas mon kiff. J'avais pas envie de partir dans cette voie-là. Et en même temps, je reconnaissais que peut-être il avait raison parce que je n'étais pas capable de choisir. Donc j'ai fait un truc très simple, j'ai pris des livres. C'était pas évident, mais j'arrivais à pouvoir jongler sur les deux. Et puis un jour, il y a un type qui est venu, j'étais en équipe de France de karaté à l'époque, et il y a un type qui vient, un Belge, qui vient pour nous expliquer ce que c'est que la préparation mentale. C'était la première expérience que la Fédération française faisait dans ce domaine. Ils n'en ont pas fait beaucoup d'autres depuis. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Le mec, il était à la frontière, ou plutôt même un carrefour entre deux passions, le sport et ce qui se passait dans la tête de quelqu'un. J'avais une excuse pour pouvoir faire de la psychologie. Et c'est comme ça que je l'ai suivi, je suis parti en Belgique, et qu'après, ça m'a mis sur cette voie-là. Donc vous allez vous rendre compte qu'une chose, c'est oui, vous aurez à vous positionner à faire des choix. Et on va voir quels sont les bons critères sur lesquels vous devez le faire. Ça va être la première étape. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Un jour, j'ai travaillé avec le groupe FedEx à l'époque. Et on travaillait sur la mise en place d'une stratégie commerciale. Alors, la mise en place d'une stratégie commerciale dans une firme qui est américaine, c'est pas la mise en place d'une stratégie commerciale d'une firme qui est française. La firme qui est française, elle sait tout, mais elle n'a aucune information. La firme américaine, elle prétend ne rien savoir, mais elle a des critères, elle a des marketing, elle a des remontées d'informations. Les mecs, quand ils prennent une décision, je peux vous garantir que les paramètres, ce sont les vôtres multipliés par 100. Donc, j'observais un petit peu ce monde-là, parce qu'à l'époque où je travaillais avec FedEx, je travaillais aussi avec la Poste. Pas la même structure, pas du tout la même structure de conseil. Ça ne veut pas dire que la Poste est une mauvaise entreprise, pas du tout. Elle répond à ses exigences, à ses critères, mais pas du tout le même mode de fonctionnement. Mais c'est pas ce qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'était que le dirigeant d'entreprise, un jour, lors d'une réunion, il a dit une phrase qui était exceptionnelle. Et à ce moment-là, j'ai compris ce que c'était qu'une décision. Parce qu'ils avaient pris la décision de mettre en place la structuration commerciale. Et lors de la réunion d'après, il y a un type qui a commencé à dire « Monsieur, est-ce qu'on pourrait revenir sur... » Bob, je vous explique. Une décision n'est pas source de discussion. Une décision n'est pas source de discussion. Une fois qu'on a pris une décision, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on se met en intégrité. On pose l'action. Parce que c'est ça la différence entre un souhait et des décisions. Je te souhaite une bonne année. Vous avez tout ce que ça va s'amener. Je te souhaite une bonne année. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes vœux? Alors, pourquoi on dit? C'est quoi la décision que tu prends cette année pour toi, présentement tous les jours? Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que la personne qui va te répondre, elle va s'engager. L'être humain, il déteste s'engager. Il préfère avoir de la liberté. C'est pour ça qu'on dit je te souhaite une bonne année. Ou qu'est-ce que tu te souhaites cette année? Moi, je me souhaite d'être en forme, physiquement, d'être en bonne santé, et puis au boulot, ça marche bien. Ok, tu le souhaites? Bien. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça?
Non, parce que des souhaits, tout le monde peut s'en fixer. C'est facile, hein. Je souhaite avoir un corps ferme, svelte et mince pour que sur la plage cet été, je ne ressens pas un coup. Tout le monde se le souhaite en vrai. Mais quand tu te le souhaites, tu es en train de regarder une série débile sur Netflix et de bouffer un paquet de gâteaux plein de sucre et de colorants. Et ce que tu te dis, c'est la semaine prochaine, j'y vais. Toute ressemblance avec des personnes qui seraient fortuites vient naturellement. On est d'accord ou pas? Et au passage, je regarde des séries sur Netflix. Donc je sais de quoi je parle. Ce que je veux juste dire par là, c'est que la décision, elle engage à l'action. Tu décides quelque chose, agis derrière. Donc la vraie réflexion qu'on va se poser, c'est une fois que j'ai pris ma décision, quelles sont toutes les actions que je dois poser? Maintenant, comme une décision elle repose sur plusieurs choix, déjà posez-vous la question, c'est quels sont les choix qui se proposent à moi? J'en ai un, deux ou j'en ai trois. J'en ai qu'un, passe. J'en ai deux, passe. J'en ai trois. Je commence à être en choix. Donc, si pour l'instant, en termes d'orientation, de carrière, d'orientation professionnelle ou d'études, vous n'êtes pas capable de dire j'ai trois choix, vous ne pouvez pas prendre une vraie décision. Donc, posez-vous la question quel est peut-être l'autre secteur, l'autre orientation professionnelle que je pourrais prendre? Et amusez-vous à ouvrir. Maintenant, le problème avec les décisions difficiles, pourquoi elles sont difficiles? Il y a des décisions qui sont très simples et d'autres qui sont difficiles. Pourquoi il y a des périodes de vie dans lesquelles la décision est difficile? C'est parce que finalement, quand je vais avoir ces différents choix, quand je les analyse en termes de paramètres, en vrai, quelle que soit la décision que je vais prendre, elle sera bonne pour moi. En tout cas, j'ai un sentiment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quand je compare les paramètres, par exemple, je vais vivre en ville ou à la campagne? Je vais devenir avocat d'affaires ou gestionnaire? Ou dans le RH? Quand tu vas te dire c'est quoi toutes les qualités de travailler dans la fonction RH, il y a plein d'arguments positifs de cette fonction. Et puis tu as plein d'arguments positifs sur la gestion. Donc il y a un moment donné, même si tu vas avec la raison, quoi qu'il arrive, quand tu compares les deux choix, tu pourras dire mais ça c'est bien, et puis ça c'est pas mal aussi. La campagne, il y a plein d'avantages. La ville, il y a plein d'avantages. Se marier, il y a plein d'avantages. Ne pas se marier, il y a plein d'avantages. Au moins, le premier avantage, c'est pas de danse. Donc, c'est plutôt intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, prendre une décision, si on n'y va que sur les paramètres de la raison, ça ne sera jamais suffisant. Donc, les neuroscientifiques se sont posé une question, qu'est-ce qui va faire qu'une décision, elle est intelligente, et qui me semble qu'elle est la bonne? Je regarde le temps parce que je suis un grand bavard. En vrai, c'est ce que vous êtes. Je vais le dire différemment. Vous avez remarqué que quand on se définit comme des êtres humains. Vous êtes d'accord avec cette idée? Il n'y en a pas un qui s'est réveillé un matin et dit, vous savez quoi? On va changer la chose. À partir de demain, on n'est plus des êtres humains, on est des fermiers. Ou on est des savoirs humains. Ou des savoir-faire humains. Non, tu es un être humain. C'est ta fonction dans la vie, c'est d'être. Comment ça s'appelle quand je suis et que ce que je suis, ça se voit à l'extérieur? Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose. Ce que vous voulez profondément, c'est vous réaliser dans la vie. Tous ici, autant que vous êtes, quelles que soient vos fonctions, que ce soit les professeurs brillants que j'ai rencontrés, le directeur d'établissement, les organisatrices, les entrepreneurs partenaires qui sont là, tous, vous avez la même volonté intrinsèque profonde, vous voulez vous réaliser. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vais avoir envie de me réaliser? Parce qu'en fait, en vrai, dans la vie, je veux exister. Je veux exister. Et exister, c'est ex-exter, et ex-exter, c'est être à l'extérieur. Je veux que ce que je suis comme personne, ça s'incarne dans la vie. Il y a ça 3 ans, à mon meilleur ami, quand il est venu sur Paris, je lui ai offert un beau cadeau. Il y a le Dalai Lama qui venait donner une conférence. Il est bouddhiste. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, on va faire ça ensemble. Très belle expérience. D'abord parce qu'il y avait 5000 personnes, et que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait 5000 personnes quand je me suis inscrit.
Donc tu dis, le mec, il arrive un petit peu comme une rockstar, c'est un truc de fou. Il arrive, petit bonhomme, casquette américaine de New York, parce qu'il y avait beaucoup de spots. Il se pose, et en fait, sa conférence reposait sur la première phrase. Dans la vie, vous devez incarner qui vous êtes. Il balance la phrase et après il pleure. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est le fondement même de ce que nous sommes. En tant qu'être humain, en tant qu'homme, femme, ce que vous voulez, c'est vous réaliser. Ce que vous voulez, c'est que cette vie, elle compte. Pour que cette vie, elle compte, vous avez la certitude, en fait, qu'en prenant les bonnes décisions, vous allez faire des choix dans lesquels vous allez pouvoir devenir. Sauf que le problème, c'est que quand vous prenez des choix, vous ne vous êtes pas cette perspective. Vous n'avez pas le sens. La plupart du temps, on prend des critères qui sont des critères de raison. Mais ce n'est pas la question que vous devez vous poser. La question, c'est qui je vais devenir quand je vais aller dans la carrière de la gestion. Est-ce que j'ai envie d'être un gestionnaire? Est-ce que j'ai envie d'être un vendeur? Est-ce que j'ai envie d'être un dirigeant? Ou un leader? Ou est-ce que j'ai envie d'être un employé toute ma vie? Donc la vraie question que vous devez poser, c'est qui j'ai envie d'être dans ma vie? Et maintenant, je vais dire aussi autre chose. Vous ne devez pas le faire en fonction du souhaitable ou en fonction de vos moyens. En aucun cas. Vous savez, j'ai eu cette chance énorme de côtoyer des personnes qui ont réussi dans tous les domaines. Tous les domaines. Et quand je dis tous les domaines, ça va être aussi bien, par exemple, la pop musique. Un de mes clients, c'est David Guetta. C'est génial de travailler avec un mec comme ça. Pour deux raisons. La première, parce que c'est un génie ce mec. On pense que c'est juste un mec qui lève les bras et qui passe de la musique. Mais c'est juste un génie qui pense à chaque fois quelle va être la tendance sur laquelle vous allez penser. Ça veut dire que pour faire ça, il faut être un visionnaire. Pour faire ça, il faut avoir un talent que les autres n'ont pas. Ça s'appelle la créativité. Et indépendamment de ce que l'on pense sur sa musique, je peux vous garantir que les gens se l'arrachent. Pourquoi sur son album il a Sia? Pourquoi sur son album il va avoir John Legend? Pourquoi il a Nicki Minaj? Parce que ça serait bien que faire un feat avec David Guetta, c'est avoir une orientation musicale, c'est avoir un positionnement. Maintenant, ce mec-là, il vient de nulle part. C'est-à-dire qu'il est parti de zéro pour bâtir un véritable empire. Mais c'est pas par hasard. C'est parce qu'il rêvait de devenir une star mondiale de la musique. J'ai interviewé à peu près une quarantaine de champions du monde dans le sport, toutes disciplines confondues. Le vélo, le karaté, l'aïkido, le kickboxing, l'aïkido n'est pas une question, le judo, le football. Tous avaient un point commun. Ils voulaient être champions du monde. C'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans leur tête, ça brille. Il y a ça... une semaine, j'ai tourné une émission qui est passée cette semaine avec Sophie Davant, parce que je travaille aussi dans l'univers de la télévision, c'est intéressant. Et il y avait, j'ai fait une émission où j'étais l'expert, où il y avait Patrice Carteron qui passait, et puis une jeune actrice qui s'appelle Gisèle Soares. C'est intéressant que eux là, quand ils vous racontent leur vie, tu pleures. Entre le mec qui se faisait tabasser quasiment tous les jours dans le quartier, qui était grand, black, mais très maigre. Et puis elle, qui vivait dans les favelas au Brésil, quand ils te racontent leur histoire, quand la gamine, elle te dit qu'à 5 ans, tous les soirs, elle se battait avec son père avec une fourchette pour pas qu'il viole et tabasse sa mère, tu commences à dire que démarrage difficile à gagner. Comment elle fait pour devenir une grande actrice? Et comment elle fait pour devenir une star au Brésil maintenant? Lui là, comment il fait pour devenir 4 fois champion du monde de boxe thaïlandaise et 8 fois champion du monde de kickboxing? Le panthéon de la difficulté des arts martiaux. C'est-à-dire que le mec qui a été 12 fois champion du monde. Quand tu es champion du monde une fois, c'est la classe. Mais quand tu es champion du monde 12 fois, c'est la très grande classe. Parce que ton titre, tu l'as remis
en question. Donc tu as évolué avec. Comment ce jeune-là qui est dans un quartier pourri, il va devenir champion du monde? Vous savez avec qui il était copain quand il était jeune? Hamidi Koulibaly. Pourquoi il y en a un mec qui devient champion du monde de kickboxing et l'autre qui va devenir un terroriste mondialement connu pour ses choix qu'il vient faire? Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a décidé d'être terroriste et l'autre qui a décidé d'être grand. Et un jour, il s'est fait tellement tabasser Patrice. Bon, aujourd'hui, il fait 1m98, 110 kg de muscles. Un respect. Si tu le traites de ta tête, c'est que tu es suicidaire, en fait, en fait. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'à l'époque, c'était pas le cas, quoi. Et un jour, il a tellement pris cher qu'il a décidé de dire, moi, je vais tellement être fort que personne sur cette planète ne m'imposera son respect. J'imposerai le respect à tout le monde. Il a ça dans la tête, et puis le soir, il va dans un club de boxe de son quartier. Il ouvre la salle. Puis un type, il fait « Tu veux t'entraîner ?» Ouais, c'est... La séance, c'est d'enfant. Je suis désolé, j'ai pas la rien sur moi. Mais c'est intéressant, ça a l'air bien. Écoute, je te ferai une proposition. Ce soir, après le cours, tu passes le coup de balai et tu peux venir t'entraîner gratuitement. Rien de ce geste-là, ça l'a mis sur la voie de... Ça, c'est intéressant. David Douillet, avec lequel j'ai eu aussi la chance de pouvoir collaborer, a eu exactement la même histoire. Lui, c'est en Normandie, à Neuchâtel. Il rentre un soir, il y a des gens qui vont le molester. À l'époque, il n'a pas de repère. Parce que son père, il n'est pas là. Sa mère n'est pas là non plus, il est élevé par sa grand-mère. Et un soir, il va rentrer, plein de kimos, parce qu'il vient de se faire frapper. À l'époque, il est petit et un peu bedonnant. Bon, un normand, quoi. Voilà. Ça se résume comme ça. Vous inquiétez pas, il grandit très bien, et après, il devient très beau avec un carnet sur des grandes classes. Mais, petits, ils sont très bien, les normands. On fait partie de ces jeunes qui évoluent bien, mais il y a des normands dans la salle. Je vais échapper belle. Voilà. Et quand il rentre chez lui le soir, il dit à sa mère, maman, qu'est-ce que je peux faire et tout ça, je veux devenir fort. Il va se passer deux choses dans sa vie. La première, c'est qu'elle va l'inscrire en cours de judo. Et la deuxième, elle va lui offrir, à l'époque, parce qu'il a été malade pendant la semaine, elle va lui offrir des bandes dessinées. Les fameux comics, les Marvel. Aujourd'hui, votre génération, les Marvel, vous les voyez au cinéma avec un truc grandiloquent. Nous, quand on était jeunes, on les voyait dans des bandes dessinées. Et notre imaginaire faisait le reste. Et là, il se dit, il y a des héros là. Et il y a des héros qui n'ont pas tous un talent ou une magie. Il y a des héros qui travaillent. Et il a pris la décision d'être champion du monde. Et c'est intéressant parce que il m'a raconté un jour, c'était super mignon, parce qu'il y avait sa grand-mère qui était là. Et sa grand-mère, elle me parle, elle me dit, tu sais, quand j'étais avec David, quand il était petit, je savais qu'il ferait quelque chose de grand. Et je lui ai toujours dit. C'est-à-dire qu'il était encouragé sur ce qu'il était, déjà. Puis la première chose, c'est quand il est devenu champion départemental, j'avais à la maison un almanach de la Poste, et j'ai entouré au Stabilo Boss le département, et j'ai dit, regarde mon chéri, t'es champion de ça. Après, il était champion de Normandie. Elle a entouré, regarde mon chéri, t'es champion de ça. Ensuite, elle était champion de France. Elle a entouré la France. Puis après, elle a entouré l'Europe. Puis il a oublié. Puis il a été champion du monde. Et puis, quand il a été champion du monde, sa grand-mère, elle lui a offert un globe, une sphère de la Terre. Et lui, il n'a pas compris, en fait, parce qu'il avait oublié. Elle dit, mon chéri, maintenant, t'es champion de tout ça. C'est-à-dire que les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, n'ont rien à voir, en fait, avec les critères de la raison. Vous avez la question, c'est qui j'ai envie d'être dans ma vie. Vous devez vous projeter. Ce serait tellement génial si, par exemple, Dieu ou Netflix m'envoyait un DVD. Voilà, je reçois 2 DVD ou 3 DVD. Voilà ce que tu vas devenir dans 20 ans, à partir du moment où tu auras pris cette voie-là. Je m'installe, télécommande,
de DVD, je regarde, pas mal. Fais voir l'autre, pas mal. Fais voir, ah celui-là super, je fais celui-là. Mais on ne va pas envoyer des DVD. Ça veut dire que, comme disait Steve Jobs, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est d'inventer. Ça veut dire que les décisions que vous allez prendre, en fait, ça ne va pas tant reposer sur la raison, sur des critères de choix, en disant, ok, si je prends cette filière-là, alors. Parce que tout à l'heure, Océane disait un truc très, très intéressant, juste quand on est arrivé avec Claudio. Finalement, on va faire des choix par rapport aux examens qu'on va réussir. Ça, c'est la meilleure stratégie pour faire les mauvais choix. Et c'est important que tu me l'aies dit parce que je peux rebondir là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais finalement prendre des orientations à travers ce que je pourrais potentiellement réussir. Alors c'est vrai dans l'absolu, tu as raison. Mais stratégiquement, c'est très mauvais. Ça veut dire que vous devez d'abord décider qui vous avez envie d'être, dans quel secteur d'activité vous avez envie de vous éclater, qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Posez-vous cette question. Moi, je vous dis une chose, aujourd'hui, depuis 2008, la crise a aidé les choses, mais elle a accéléré ce mouvement. Depuis 2008, je ne fais que coacher quasiment des personnes qui sont en situation de burn-out. Avant 2008, le coach que je suis, on m'appelait pour dire mettez en mouvement, la performance, c'est super, c'est important, des critères. Limite, on offrait ça au cadre comme un confort personnel. Là maintenant, on m'appelle comme un pompier, mais écoutez, lui, il est stratégique, si ce on est mort. On ne peut pas se permettre, compte tenu de sa technicité, de son engagement, notre truc, c'est pas possible. Coachez-le, sauvez-le. Mais tous ces gens-là à qui je parle sont des personnes qui se sont plantées droit. Un jour, j'ai eu comme ça un client à Genève, grosse banque d'affaires. Le mec, il a 45 ans. Il est allé, alors son père, il a fait partir du début jusqu'à la fin. Et à chaque fois, au plus dur. Il connaît tous les postes, tous les trucs. Son père part, quitte la boîte, il la développe. Le mec cartonne. Vous savez ce qu'il fait en ligne? Moi, je coachais ses équipes. Un jour, il me dit, je peux avoir un coaching personnel avec toi? Tu coaches les gens qui ne sont pas heureux. Oui. C'est quand même le plus gros de ma clientèle, en fait, en vrai. Parce que je ne suis pas heureux. Ok. Je résume la situation. Tu es marié avec une femme superbe, avec laquelle tu t'entends bien. Tes enfants réussissent à l'école, scolairement, tu as une bonne relation avec eux. Tu es un bel homme, physiquement, tu t'entretiens. Tu as une banque d'affaires qui cartonne. Tu habites une maison avec une vue sur tout le lac Léman. Comment tu fais pour être malheureux? Moi, je ne suis pas heureux. Ce que je fais, je le fais parce que je dois le faire, mais je ne suis pas heureux. Et lui, alors, il a vraiment incarné la chanson J'aurais voulu son artiste. Passionné de peinture, passionné d'art. Ok. Bon, tu vas pas tout larguer pour faire de la peinture. Non. Ce serait stupide. Mais par contre, je rêverais de travailler dans l'art et je sens que c'est ce qui me rend pas heureux. Du fil en aiguille, discussion. À un moment, il a le déclic, il se dit tiens, j'ai un grand rôle dans ma banque. Et lui, il avait une particularité, c'est qu'il repérait les artistes qui allaient super bien se vendre dans quelques années. Il me dit moi, c'est mon truc. Je sens que le mec, là, il a la tendance graphique qui va faire qu'on va l'aider, qu'on va l'aider. Il a pris la décision de monter une fondation et de prendre ces artistes, ces jeunes artistes, qui étaient suisses ou n'importe quelle autre part du pays, et de vendre les toiles dans son pôle. Il a cartonné. Et ça cartonnait tellement qu'à un moment donné, c'est devenu une galerie à gérer. Et il a cartonné tellement qu'à un moment donné, il s'est dit, ça me prend trop de temps, il faut que je délègue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette passion-là, en vivant cette passion-là, il a commencé à développer d'autres choses. Son leadership, bonne qualité managériale. Il a appris à ne plus travailler dans son entreprise, mais sur son entreprise. C'est ce que tout bon entrepreneur devrait faire pour réussir. Parce que les phases de transition, si à un moment donné, tu continues à travailler dans ta boîte et pas sur ta boîte, tu ne les développes pas. Donc tu gères au quotidien, tu rames comme un psychopathe. C'est très dur d'entreprendre. Et en France, encore plus que partout ailleurs dans le monde, je peux vous le garantir.
compte tenu des charges, compte tenu de tout ça, compte tenu des contraintes, vouloir entreprendre en France, c'est quand même avoir un profil de psychopathe. Okay. Mais il y a plein d'avantages en termes de liberté, en termes de mode de fonctionnement, en termes de réalisation de soi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux choisir d'être qui tu as envie d'être. Mais les choix que vous devez faire aujourd'hui, et la décision que vous allez prendre demain, elle ne doit pas s'inscrire sur je vais faire cette carrière-là, parce que dans cette carrière-là, il y a du boulot pour l'instant, parce qu'on me proposera une offre, parce que je connais du monde. Qu'est-ce que vraiment tu as envie d'être dans ta vie? Qui t'a envie? Tiens, posez-vous une question qui peut vous paraître complètement dingue. Quand vous serez grand-père ou grand-mère, que seriez-vous fier de raconter à vos petits-enfants? Mon petit, quand j'étais jeune, j'ai eu un choix important à faire. J'ai décidé alors de devenir comptable. Et j'ai réussi à gagner, écoute-moi bien, 2200 € par mois pendant 44 ans. Prends exemple sur ton grand-père. Là, tu dis, Pépé, t'es complètement barré. Et tu peux pas me faire ce pareil. Maintenant, t'as un grand-père qui va te dire, quand j'étais petit, j'ai décidé d'être le meilleur dans mon secteur d'activité et de développer un système de réseau social où tous les amis pourraient se rencontrer. Pépé Marc, c'est toi qui as créé Facebook? Oui. C'est pas le même que ça. Okay. Je ne vous demande pas de créer un nouveau Facebook ou de prochain Twitter. Ce que je vous demande, c'est de réfléchir sur qui j'ai envie d'être dans ma vie. Et vous savez quoi? Vous pouvez vous poser cette question à l'âge que vous avez. Il vaut mieux se poser la question à l'âge que vous avez qu'avoir des remords dans ce que vous allez faire. C'est quoi? C'est quoi avoir du remords? Le remords, c'est quand tu as le sentiment que tu vis et que tu es mort. Donc tu meurs deux fois. Tu sais que tu vas mourir un jour, mais tu es déjà mort parce que tu remeurs, parce que tu sais déjà que ta vie, c'est une vie de mort-vivant. Donc tu sais ce que tu fais dans ces cas-là? Tu te pointes à ton job. Tu te lèves le matin pour aller bosser dans un job qui ne te plaît pas. Mais tu te dis quand même, je me suis investi, j'ai fait des études, j'ai bossé pour ça, alors je vais faire avec. Et tu ressembles à ces gens qui ne seront jamais heureux et qui feront tout pour vivre à l'extérieur. Maintenant, je vous dis, votre job, il doit vous passionner, il doit vous exalter. Il doit faire que chaque jour, chaque matin, quand vous vous levez, vous avez envie de vous lever. Si chaque matin tu te lèves parce que tu as une angoisse, parce que tu dis que tu n'es pas à ta place, c'est que tu t'es pas posé les bonnes questions et que tu n'as pas pris les bonnes décisions. Donc posez-vous la question, qui vous avez envie d'être? Maintenant, je vais le job. C'est quoi être adulte? Moi, ça m'a toujours interpellé. Être adulte. Parce que moi, j'ai des clients qui ont 50 ans, c'est des gamins. C'est des gamins. J'ai une personne qui me dit, j'ai pas confiance en moi parce que mon père. Je dis, t'as 55 ans. Excuse-moi, ton père, il est mort. Oui, c'est là, c'est présent, j'entends sa voix. Comment j'explique que. Il faut que t'arrêtes, quoi. Tu es un gosse. Et c'est pas parce que ton père ceci, ta mère cela, tes études, ton truc, ton environnement, c'est. Eh mec, ne me sers pas la soupe des excuses. C'est pas avec des excuses qu'on se construit. C'est des actions, des choix, des décisions. Parce que dans la vie, écoutez-moi bien, mes seigneurs, vous pouvez être ou une victime ou un créateur. Maintenant, quand je dis être adulte, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui détermine qui vous êtes? Moi, quand j'étais petit, on m'a dit David, il est timide. Le problème, c'est pas qu'on m'a dit. Hein. Le problème, c'est que je l'ai cru et que je me suis conformé à ce qu'on me disait. Donc, tu deviens timide. Voilà. Le sport m'a aidé. Et comme j'étais timide, je me suis dit, quel est le métier qui correspond le mieux à un timide? La recherche, c'est pas mal quand même, parce que tu es planqué, tu fais des stats, tu es dans ton labo, tu n'es pas exposé, tu n'as pas besoin de faire des exposés, tu es bien quand même. Et puis un jour, j'ai passé un truc dans ma vie qui était intéressant.
L'un des mentors en coaching, qui s'appelait Will Jefferson, décède. Il décède à l'âge de 73 ans, faisant con au-dessus de l'Alaska avec son diplôme. Donc j'étais au Canada à l'époque, pleine recherche. Je rentre en Belgique pour lui rendre hommage. Et il va se passer un truc très intéressant, c'est que Rita, sa femme, ce soir-là, va venir me voir et me dire, écoute, est-ce que je peux te parler parce que j'ai un souci. Donc Rita, tout ce que tu veux. Voilà, tu sais, oui, comment il était gentil, mais c'était un flambeur. Il a vendu un lot de formation sur 6 mois. On a encaissé la moitié de l'argent. Et il avait tout dépensé pour financer son voyage en Alaska. Donc, dans le contrat, si on a une personne qui donne la formation, il ne demande pas le remboursement. Mais si on n'a personne, ils ont le droit d'exiger le remboursement. Et je n'en ai pas les moyens. Comme tu es celui qui a collecté le plus d'informations sur lui, est-ce que tu acceptes de donner de la formation? Quand elle me dit ça, j'ai une montée d'angoisse, un truc de malade. Et ma première réponse, c'est écoute Rita, je t'aime profondément, j'ai mouru comme jamais. Je ne peux pas faire un truc comme ça. Je ne serai pas à la hauteur, je ne peux pas, c'est pas possible, c'est pas dans mes aptitudes, c'est pas dans mes compétences, dans mes qualités, je donne toutes mes notes, je donne tout à tout le monde, ne demande pas ça à moi, je ne suis pas capable de faire. Ça veut dire que là, je prends une décision sur ce que mon potentiel, sur ce que je connais, sur mes moyens. Or, mes moyens dans le domaine sont inexistants. Et le soir, quand je termine cette conversation, je vais voir un des profs à l'université, on discute tous les deux, on parle, et quand on discute tous les deux, qu'est-ce qu'il me dit? Je raconte ça et tout ça. Puis il dit, vas-y. Je lui dis, vas-y, non, moi, je suis pas un formateur, ça sert à rien que je m'improvise. Il dit, prends des risques, essaye. Et puis tu sais quoi, tu vas voir, c'est intéressant, c'est grâce à cet exercice-là que tu vas mettre toutes les connaissances que tu avais sur cet homme en mouvement. Qu'est-ce que tu risques? Ce que je risque, c'est que ce soit nul. Ce que je risque, c'est de me planter. Ce que je risque, c'est de passer pour un con. Tu crois que dans la vie, tu passes pas pour un con? Bon, là, quand tu m'as dit ça, je ne sais pas à quoi faisait allusion. Et je ne préférais pas lui poser la question. Mais c'est intéressant, on passe tout le temps pour des risques. On prend tout le temps des risques. Et il dit au fond de toi, la vérité, t'en aurais, imaginons que t'aies pas peur. Imaginons que t'aies aucune peur par rapport à la prise de parole en public. Tu y serais allé? Mais 1000 fois j'y vais. Parce que les enseignements de Will étaient intéressants, parce que j'ai envie de rendre ce service à l'État. Bien sûr que j'y vais. Ah, écoute-moi bien. Si tu veux devenir un bonhomme dans la vie, si tu veux devenir adulte, il faut que tu prennes des risques. Il me dit, qu'est-ce que tu risques? Tu te mets en danger si tu fais ça? Au pire, c'est nul, t'es le plus nul. T'es le plus nul des formateurs de la planète. Tu auras rempli le contrat. Et Rita n'aura pas de problème. Maintenant, quand tu auras accepté, parce que je t'encourage vraiment à accepter, assume ta décision. Et dans ces cas-là, fais tout ce que tu peux faire pour être le meilleur. Il a fallu 1 heure pour que je change complètement d'avis. Donc le lendemain matin, première heure, je vais voir Rita, je te présente mes excuses, j'y vais. Ne t'attends pas à ce que ce soit génial. J'y vais. J'ai donné ma formation. J'avais comme ça une vingtaine de types qui étaient des psychologues, qui avaient près, pour la plupart, entre 10 et 20 ans de carrière en phase 2. Et moi, j'étais un puceau de psychologie avec un tout petit peu de recherche en neurosciences. Autant te dire, un minot. Mais j'avais tellement envie d'honorer le travail que Will avait mis en place, je me suis défoncé. Le soir, quand je suis allé me coucher, j'avais tellement mal au dos par la contraction, mon dos c'était du caillou. Et je pense que j'avais fabriqué de l'huile toute la journée. Mais quand j'ai fait un premier retour le soir et que certains ont commencé à me dire c'est génial, tu viens de donner une orientation complètement différente à ce que j'allais faire en psychologie. Quand j'ai vu à quel point je pouvais être utile, j'ai compris que l'adversité, le fait de prendre des choix qui ne sont pas des choix confortables, nous amène à nous réaliser.
Vous savez, quand vous allez prendre votre décision, ne prenez pas votre décision en fonction des moyens, en fonction de ce que vous allez faire. Prenez des décisions en fonction de ce que vous avez envie d'être et prenez des risques. Ne vous mettez pas en danger, mais prenez des risques. Parce que quand on prend des risques, quand on sort de notre zone de confort, c'est là qu'on fait un truc qui est génial, qui s'appelle évoluer. Et quand on a un sentiment d'évolution, on ne peut pas être dans une logique de dépression. Jamais. 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 Le point commun de tous les dépressifs, c'est qu'ils n'ont pas de vision, ils ne sortent pas de leur zone de confort. Parce que quand tu es dans ta zone de confort, tu es fort. Mais quoi? C'est pour ça qu'on appelle ça un confort. Sûrement. C'est tout fort, je suis fort, mais en dehors de ça, je ne sais rien faire d'autre. Alors, allez vous exalter. Avant de terminer, parce que je vais être maintenant en délai, c'est ça? Non, c'est bon? Ok. Je vous ai promis que je vous donnerai des critères, qui sont des critères importants, et ensuite, je vous ferai un petit cadeau juste avant de partir. Intégrer qu'une bonne décision, elle doit répondre sur vos valeurs. Vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Par exemple, moi j'ai une valeur qui est essentielle qui s'appelle la liberté. D'accord? La liberté. Il faut que je sois libre. Je parle professionnellement en tout cas. D'accord? Parce que par exemple, j'ai beau avoir une valeur qui s'appelle la liberté, j'ai une autre très grande valeur qui s'appelle la fidélité. Il faut savoir faire libre les deux. Ok? Donc, ce qui est essentiel, c'est qu'on peut être et libre et fidèle. Au contraire, je pense même que les gens fidèles sont plus libres que les autres. Et que ce soit en amour, en amitié, ou vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de ses clients, la fidélité est quelque chose d'essentiel. Maintenant, je vais vous dire une chose que je crois profondément forte. Si tu es au clair avec tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Par exemple, la Fédération de football m'a fait une proposition de devenir le préparateur mental. Ça faisait à peu près 3 ans qu'on est dragué, parce que je voulais vraiment apporter des choses intéressantes. Puis non, comme j'ai travaillé dans des clubs de Ligue 1, en football, en accompagnement psychologique, j'avais fait un petit peu la route dans ce domaine, et j'avais quelques ouvertures. Et un jour, on m'appelle. Voilà, David, c'est génial. On va tenter d'aventure avec toi. Super! Par contre, tu comprends que pour nous, c'est un enjeu majeur. Donc, c'est un job à plein temps. Pas super. Non, je vous explique. C'est pas possible pour moi. En vrai. C'est pas possible parce que, je vous explique, je donne des conférences, j'adore ça. J'ai un institut, je fais vivre. Et puis, j'ai besoin de temps pour moi pour faire de la recherche, étudier, je pars beaucoup à l'étranger. Donc non, je peux vous accompagner, je peux préparer, je peux monter des modules, je peux même vous mettre une équipe en place. Mais en vrai, je ne peux pas le faire plein temps. C'est impossible. Ok. Donc, au départ, ils te disent pas non, ils disent non, réfléchis. Tu te rappelles, je réfléchis, je ne peux pas. Je ne peux pas. En fait, je ne peux pas parce que j'ai une fonction qui s'appelle la liberté, je ne veux pas appartenir à quelqu'un. Pas à ce moment-là. Pas dans ce domaine, en tout cas. Encore moins dans le football, ouais. C'est vrai. Il faut voir comment ils fonctionnent entre eux, et ça dépend. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les critères. Très bien, on double tes revenus. On parle de beaucoup d'argent. De beaucoup, beaucoup d'argent. Non. C'est pas possible. Et là, le mec, il comprend pas. On ne refuse pas ça. Mais si. Je refuse parce que je suis au clair sur ce que je veux, c'est important pour moi dans ma vie. Propose-moi 1 milliard, je ne viendrai pas. Ou alors, on me propose 1 milliard, je viens pour 1 an. Vous avez 1 milliard, ils n'ont pas 1 milliard. Non, à partir d'1 milliard de vous, je remets en question le truc. Non, parce qu'il ne faut pas être con. Ouais. Tu peux être dans tes rapports, dans tes trucs, 1 milliard, ça change la vie. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait, en vrai, si tu veux prendre des bonnes décisions, des bons choix, il faut que tu sois au clair avec toi. Parce que si j'accepte, parce que le critère c'est l'argent, et qu'après je me rends compte que je ne peux plus passer du temps avec les personnes que j'aime, m'organiser, me structurer, je vais être frustré, moi. Et tu peux, sur le papier, ça peut être la meilleure proposition du monde, tu seras un mec malheureux. Donc déjà, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Et ne faites pas ne confondez pas les valeurs et les moyens. L'argent, par exemple, n'est pas une valeur, c'est un moyen. Si une personne,
C'est n'importe quoi d'avoir beaucoup d'argent. Pour certains, ça va être la liberté, pour d'autres, la sécurité, pour d'autres, la créativité. Donc, la valeur, ça va être ou liberté, sécurité ou créativité. Mais posez-vous déjà cette question. Quelles sont les 7 valeurs les plus importantes pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui compte le plus? Si la valeur, c'est la sécurité, et que le job qui m'est proposé est un job sécure, peut-être que j'aurai intérêt de le faire. Et peut-être à ce moment-là, peut-être la comptabilité ou la gestion pourrait être un truc primaire. Maintenant, si ma valeur, c'est la créativité, si ma valeur, c'est l'innovation, si ma valeur, c'est le contact humain, en m'enfermant dans un petit bloc avec 2 ordinateurs, les meilleurs logiciels et que des chiffres, je ne vais pas kiffer. C'est-à-dire que moi qui aime l'extérieur, qui aime bouger, qui est en mouvement, tu me dis, écoute, je te propose même 1 milliard pour passer 1 an derrière un écran, je ne le prends pas. C'est trop d'angoisse. Mais pour certaines personnes, ça va être un grand kiff. Donc faites des choix qui correspondent à vos valeurs, à vos vraies valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Autre chose que vous devez vous poser, c'est quels sont mes grands besoins? De quoi j'ai besoin dans ma vie? Ok? Par exemple, je fais le choix d'une carrière. Posez-vous cette question qui est essentielle. En épousant cette carrière, qu'est-ce que ça va me permettre d'être, de faire, de paraître ou de maintenir? Vous allez voir que les réponses seront des besoins qui sont des besoins intrinsèques. En épousant cette carrière, je vais prendre des risques. Je vais être obligé d'être créatif. Je vais être obligé de tout le temps rester en mouvement. Donc posez-vous premièrement la question de qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, intrinsèquement parlant. Deuxième question qui va être essentielle, c'est quoi mes besoins? De quoi j'ai besoin dans ma vie pour être heureux? Vous avez des personnes qui ont besoin de calme, d'autres qui ont besoin de mouvement. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler en équipe, et d'autres qui sont hyper individuels, qui sont à l'aise avec ça. Tu n'épouseras pas la même carrière. Parce que si tu es quelqu'un d'individuel, et là on te dit bosse en équipe, tu vas peut-être te sentir mal. Mais si tu es quelqu'un qui est d'équipe et on dit bosse tout seul, tu vas te sentir très mal. C'est pour ça que plus vous allez me connaître, c'est pour ça qu'il y a cette phrase qui connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. Cette phrase elle est importante, c'est plus tu te connais, plus tu peux prendre des bonnes décisions. En vrai. Plus les choix deviennent intéressants et intelligents. Donc, 1, tes valeurs, 2, tes besoins, et ensuite pose-toi la question, dans ma vie, en règle générale, j'ai envie d'être qui? Si je pouvais avoir le choix, j'arrive, j'ai une baguette magique, je dis tiens, tu me demandes ce que tu veux, moi j'ai la baguette magique qui te permet d'être qui tu veux. Tu veux devenir qui? Ah bah à ce moment-là, si je peux devenir qui je veux, excuse-moi, mais moi j'aimerais être un homme politique. J'aimerais, par travers mes mots, mes principes, mon intelligence, pouvoir changer la société. Okay. Ça, c'est une bonne idée, Bob. Tu la gardes, tu la mets de côté. Quelqu'un va dire, moi, j'aimerais être un grand leader. Et puis peut-être quelqu'un va dire, c'est quoi? Moi, j'ai envie d'être un père de famille. Je m'en fous du truc, la réussite. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de construire une famille et de faire grandir mes gamins. Et vous savez quoi? C'est ok aussi. Mais c'est important de se poser des questions maintenant. Et si vous dites, je suis trop jeune, je ne peux pas me poser ces questions, ça, c'est une connerie. Parce qu'à l'âge que vous avez tous là, vous avez suffisamment d'observation, de vie autour, pour prendre des décisions. Et c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Vous savez, je vous dis un truc. Plus vous allez grandir en âge, et plus tous les 10 ans, vous ferez la même réflexion. Si seulement j'avais 10 ans, aujourd'hui vous les avez. Donc posez-vous la question, qui j'ai envie d'être dans 10 ans? Et vous savez quoi? Nos limites. Il n'y a pas de limite à la personne que vous avez envie d'être, que celle que vous vous imposez. Et peut-être autour de vous, il y a des personnes qui vous disent, mais non, laisse tomber, c'est pas pour toi. N'écoutez que vous. Parce que les personnes, en fait, qui nous entourent, nos figures parentales notamment, ne sauront jamais qui vous êtes à l'intérieur vrai. Et ne sauront jamais qui potentiellement vous pouvez devenir. Ça va être intéressant de voir que moi, j'ai quitté ma famille quand j'avais 12 ans. J'ai dû quitter le cocon familial comme ça, et j'ai grandi ailleurs. Et notamment, j'ai grandi dans une communauté asiatique.
Et ça m'a bouleversé, ça m'a changé, ça m'a donné d'autres visions du monde. Quand, 20 ans plus tard, tu reviens, tu as 30 ans, tu reviens dans ta famille, tu réhabites là où tu habitais quand tu étais petit, tu vas voir les membres de ta famille que tu n'as pas vus depuis 20 ans, ou tes amis que tu n'as pas vus depuis 20 ans. Tu fais quoi comme job? Écoute, je suis enseignant, je suis conférencier. Non. Tu fais vraiment quoi comme job? Je suis enseignant, je suis conférencier. Non, mais toi, t'étais le petit David, le petit timide, le petit truc là, qui ressemblait à rien, qui servait à rien. Je sers à quelque chose. Alors, je ne sais pas si je ressemble à quelque chose, mais aujourd'hui, je sers à quelque chose. C'est-à-dire que les personnes, en fait, ils vont vous voir à travers le prisme déformant de ce que vous êtes maintenant. Maintenant, quand je parle d'identité, l'identité, c'est pas quelque chose qui est défini à jamais. Hein. L'identité, c'est quelque chose que vous construisez tous les jours. Mais c'est à vous qu'il revient de déterminer qui vous êtes. Pas aux autres. Parce que tant qu'on dit David est timide et que moi je lui conforme, on peut se dire c'est normal, regarde dans quel environnement il a vécu. Mais quand ils sont plus là ou pas? Et toi, dans la tête, tu vas dire bonjour David, je suis timide. Bonjour David, timide. Bonjour. Je vous serre la main, mais après je ne parle plus. Au revoir. Bonjour. Ça veut dire que c'est quoi? Je prends le relais. Je prends le relais. Et puis un jour, tu as le droit de faire la déclaration. Banlé. Tu sais, je suis timide, mais je soigne. Bonjour. David, ex-timide. Bonjour, David, ex-timide. Puis après, je dis, en tant qu'ex-timide, c'est pas mal. Je vais faire encore évoluer le truc. Bonjour, David, affirmé. Bonjour, David, affirmé. David, affirmé. Et bonjour, je vous emmerde. Pas vous. Non, moi aussi quand même. Parce que maintenant, je fais qu'est-ce que je veux. C'est moi qui décide. C'est pour ça que je disais être ou pas être. Telle est la question. Tout ce que tu mets derrière le mot je suis, tu le deviens. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que vous devez choisir de mettre ce qu'il y a derrière. Alors, tant que tu es jeune, tant que tu n'es pas autonome, c'est tous les autres qui vont te dire ok, Mathieu, il est comme ça, Claudio, il est comme ça, lui, il est comme ça, Océane, il est comme ça. Et puis un jour, tu vas rencontrer des personnes, alors des lectures, je sais pas moi, des documentaires, tu vas rencontrer des gens. Qui vont dire, tiens, quand j'étais comme ça, mais j'ai changé. Et maintenant, je suis comme ça. Et toi, ça va te donner des possibilités, des opportunités. Vous voulez être sûr de prendre des bonnes décisions? D'abord, prenez des décisions qui reposent sur qui vous avez envie de devenir. Pas qui vous êtes maintenant. Parce que si moi, j'avais pris des décisions autour de ma timidité, autour de mes limitations, je serais encore dans un laboratoire à faire de la recherche, mais je n'aurais pas eu cette vie d'exaltation que j'ai eue en rencontrant ces gens extraordinaires, en voyageant partout dans le monde et en rencontrant des gens aussi brillants que des responsables d'IUT. Et je fais des mots quand je dis ça. Je pense réellement ce que je dis. Parce que diriger, enseigner, c'est complexe. Pour vous, ça peut vous paraître une banalité, mais pour un professeur qui se lève tous les matins en réfléchissant sur qu'est-ce que je vais enseigner, comment je vais faire grandir, c'est un métier complexe. Surtout aujourd'hui dans la société, parce que dans le temps, on n'avait pas des élèves qui disaient eh, vas-y, ferme ta gueule. Non, j'ai rien à trouver de ferme ta gueule, t'es professeur, c'est moi le patron ici. Il n'y avait pas ça à notre époque. À notre époque, les parents disaient vous avez une carte blanche, vous pouvez mettre une grande tarte dans la gueule, il n'y a pas de problème, allez-y. Matez-le parce que nous, à la maison, c'est difficile. Là, tu dis boum à un élève, t'as le parent qui est écoutez, je vais porter plainte. Oui, Thomas, je vous préviens que ça ne s'arrêtera pas là. Je lui ai juste dit boum. Et après, les parents vont dire il y a un contrôle là, la maison, j'y arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites, là, vous faites. Bah, moi non plus, j'y arrive pas. Vous pouvez les gens aussi. Il y a des échanges en art qui existent. Mais ce qui pourrait être très bien, c'est que vous deveniez des parents responsables. Mais ça, je peux le penser, je ne peux pas vous le dire. Okay, vous pouvez devenir qui vous avez envie d'être. Maintenant, vous avez pris une décision. Assumez. Ça veut dire quoi, assumer? Ça veut dire que quelle que soit la décision que j'ai prise, je vais m'y engager complètement. Ce qui fait que vous aurez pris une bonne décision, c'est pas d'avoir choisi un truc. C'est pas d'avoir choisi tel boulot ou tel boulot.
c'est qu'à partir du moment où tu as pris une décision, mais tu as la bonne attitude, si vous pensez que le simple fait de prendre une décision va garantir le fait que vous soyez heureux dans votre carrière, vous vous trompez. C'est comme ces chefs d'entreprise qui disent, à partir du moment où j'aurai fait un recrutement, que j'aurai recruté la bonne personne, ça ira bien. Non. À partir du moment où j'aurai fait cet enfant, je serai un parent. Non. Tu vas démarrer l'aventure. C'est-à-dire que quand on m'a posé ma fille dans mes bras, j'avais compris que j'étais un géniteur. Il va falloir que j'assume. Mais devenir père, ça prend 20 ans. Ça prend 20 ans pour ne pas jeter ton enfant du 4e étage quand il est dans sa lourdeur. C'est-à-dire entre 14 et 16 ans, presque tous les jours. En vrai. Et je ne vous parle pas de la miette de lourdeur en tant que père. Et quand t'as ta fille qui dit, ouais, mon père, parce qu'il est trop con. C'est pas parce qu'il est psychologue, mais vraiment trop con. Qu'est-ce que j'ai raté? Ou alors, là, tu commences à la honte, c'est pas bien. Peut-être que tu n'aurais pas trompé il y a ça, 15 ans et demi. Ok. Ce qui est important, c'est que quand vous allez prendre une décision, vous ayez la bonne attitude. Ça veut dire quoi avoir la bonne attitude? C'est quelle que soit la décision que je vais prendre, à partir du moment où je vais m'engager à m'assurer que vous êtes le meilleur. Parce que parfois tu recrutes un individu, mais si tu n'intègres pas cet individu, il vient d'une autre entreprise, avec une autre culture, avec d'autres principes de fonctionnement, avec des attitudes. Quand il vient chez toi, il faut que tu prennes le temps d'être avec lui, d'expliquer, hey Bob, quand tu viens chez nous, voilà comment on fonctionne, voilà comment on vit, voilà comment on bouge, voilà comment on interagit ensemble, voilà la relation qu'on a avec les clients, voilà comment on est structuré et organisé. Je vais t'accompagner pour que tu comprennes ça. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous aurez pris la décision n'est pas source de discussion. Votre job, si vous voulez être certain ou certaine d'avoir pris la bonne décision, c'est de vous engager à fond et donner le meilleur de vous-même. Et je vous livre enfin un cadeau. Pourquoi un cadeau? Parce qu'en fait, moi, ce que je vais vous livrer là, ces questions ont changé ma vie. C'est puissant une question. Vous savez qu'aujourd'hui en marketing, on se rend compte que poser une question, c'est plus puissant qu'une affirmation. Parce qu'une question, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais une question. Si je vous dis quelle sensation vous avez dans votre pied gauche, vous pouvez trouver ma question débile, mais vous êtes tous allés valider que vous avez une sensation au pied gauche. Et maintenant, vous prenez conscience qu'en plus vous avez un pied gauche. Ça faisait 2 heures que vous n'étiez pas conscient du pied gauche. Maintenant, à cause de moi, peut-être que votre pied gauche va commencer à vous gratter. Non? Ok. Donc, se poser une question, c'est s'assurer de réussir. Donc, posez-vous les bonnes questions. Vous avez 60 000 pensées chaque jour. Vous posez à peu près 5 000 questions tous les jours. D'accord? Au passage, sur les 60 000 pensées, 98% d'entre elles sont les mêmes qu'hier. Donc, si vous pensez que vous vivez votre vie, tous les jours est un jour nouveau, rien du tout. Tous les jours, c'est le même qu'hier. Il y a 2% de pensées nouvelles. 5 000 questions. Alors, il y a des questions qui ne servent à rien. Est-ce que je mets ma mèche à gauche ou à droite? Il faudrait que tu essaies. Je ne sais pas si ça changerait ta vie. Mais en tout cas, moi, telle qu'elle est là, je faisais sur la gauche, ça me va très bien. Le t-shirt en dessous, noir ou blanc? Une question, une autre question. Le noir, ça va bien aussi. Look écharpe, pas écharpe. Les cheveux détachés ou tenus. Maquillé ou pas maquillé? Bon, ça, c'est des questions qui ne changent pas votre vie. Ou presque pas. Bien qu'on pense qu'à un moment donné, moi, quand j'étais petit, je pensais que j'étais les cheveux. À un moment donné, j'ai vraiment cru que j'étais les cheveux. C'est-à-dire que selon la coupe de cheveux que j'aurais du succès ou pas de succès. Bon, ce qui est énervant, c'est que tu t'aperçois que, quelle que soit la coupe de cheveux, tu n'as pas de succès. Donc ça veut dire qu'après, il faut que tu sois autre chose. À un moment après, j'ai pensé que j'étais la moto. Et j'étais persuadé qu'en investissant tout dans la moto, je ferais de guerre. Alors j'avais la moto, mais ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, peut-être que je suis mon blouson. À l'époque, c'est Top Gun. Je me dis, tiens, je vais prendre le blouson de Top Gun. J'avais pas de succès de ton compte. Ce que je veux dire par là, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que les questions que vous allez vous poser, elles façonnent votre vie. Et s'il y a des questions qui sont anodines, il y a des questions qui sont essentielles. Qui j'ai envie d'être dans la vie, c'est une question essentielle. Ça, vous devez vous la poser, celle-là. Maintenant,
pour prendre une bonne décision, il y a des questions à se poser. Première question, que ferait la version la plus grandiose de qui je suis? Imaginons que la version de David Lefrançois soit la posée parfaite. Parfaite. Moi, dans tout ce que j'aimerais devenir et être. Et ce personnage-là se pose une question par rapport à mon domaine de vie. Il prendrait quoi comme décision? Ça s'appelle avoir un modèle intrapersonnel. Posez-vous aussi d'autres questions. Il y a des personnes que j'admire en vie. Des héros. Des personnes que je vais considérer comme des héros. S'il était à la place, il prendrait quoi comme décision? Ça aussi, ça va vous obliger à ne pas simplement réfléchir qu'à travers le prisme de vos propres pensées. Ce que j'appelle le syndrome de la boîte crânienne. Ça va vous obliger à réfléchir un peu plus large. Une autre question que j'aime beaucoup parce qu'elle est juste. Que ferait l'amour maintenant? Alors je sais que les mecs ils me disent, qu'est-ce qu'il débarque? Il a fumé quoi le gars? Peut-être parce qu'il vient du Maroc, je ne sais rien. Il est venu, il a pété les plombs. Qu'est-ce que l'amour a à faire là-dedans? Bah ça a tout à faire là-dedans. Parce qu'en fait, il n'y a que deux grands types d'émotions. L'amour et son contraire, la peur. Ça veut dire que vous devez vous poser la question, quand je fais un choix, je le fais depuis quelle dimension? Est-ce que je le fais à travers la peur ou est-ce que je le fais à travers l'amour? Je vais choisir une orientation professionnelle. Est-ce que je le fais parce que j'ai peur de ne pas avoir de boulot dans les autres secteurs ou dans ce qui me passionne? Donc je me dis, allez, écoute, à défaut, je vais faire de la gestion parce que moi, l'art, je ne sais pas comment je vais pouvoir en tirer profit. Donc comme j'ai peur de ne pas survivre dans ce domaine, je vais prendre une voie sécure, avec toutes les frustrations et les négations qui vont avec. Quand je vous dis que ferait l'amour maintenant, c'est ce qui vous aide vraiment à prendre des bonnes décisions. Donc déjà, si vous posez ces plusieurs questions-là, ça changera tout. Et puis, dernier point, et j'en terminerai là. Tout ce que vous êtes dépend des décisions que vous avez, mais tout ce que vous êtes dépend aussi du système de croyance qui est le vôtre. Et une croyance, c'est une pensée que je considère comme étant la vérité. Donc si vous pensez que vous ne pourrez pas vous épanouir dans un secteur parce qu'il n'y a pas assez de monde dans ce secteur, vous avez raison. Si vous pensez que quel que soit le secteur dans lequel vous allez vous investir, vous allez trouver les ressources vous permettant de vous adapter, de vous développer, de trouver les moyens nouveaux et de les inventer, vous aurez raison aussi. Tout dépend des croyances qui sont les vôtres. 80% des croyances que vous avez dans votre tête vous ont été inculquées dans votre éducation. Donc, quand je vous dis, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Si vous étiez sûr de réussir, vous feriez quoi? C'est là que vous allez faire les choix les plus intelligents. Et c'est là que vous allez réussir et vous développer. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Si vous vous posez, que vous prenez le temps d'identifier qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie, qui vous avez envie d'être en termes de personnes, que seriez-vous fier de raconter quand vous serez vieux, que vous multipliez les choix pour être sûr de prendre des bonnes décisions, et qu'après vous ayez pris une décision, vous engagez à donner le meilleur, d'être présent, de faire plus. Faites ce que les Canadiens appellent le kilomètre de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai rencontré des personnes qui disaient, quand quelqu'un me demande de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2. Ça s'appelle apporter de la valeur ajoutée à ce que je fais. Mais si en permanence vous apportez de la valeur ajoutée à ce que vous faites, vous apportez de la valeur ajoutée à ce que vous êtes. Et vous deviendrez bankable. Posez-vous les bonnes questions que je vous ai données là. Et quand vous engagerez, engagez-vous avec foi, avec puissance, avec courage. Et puis, même si vous avez pris la mauvaise décision, ce que vous vivrez vous permettra de devenir qui vous êtes. Et vous pourrez changer. Parce que vous aurez les ressources et vous aurez confiance en vous. Merci beaucoup.